Allô? Bonjour, cher Ané. Allô? Oui, bonjour, cher Ané. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va un peu? Dieu merci. Vous m'entendez? Il n'y a pas de problème? Oui, on vous entend parfaitement. Oui. Je salue tout le monde. Je salue toute la classe EPV. Je salue tous nos auditeurs. Je salue, comment dirais-je, la classe de Côte d'Ivoire. La classe de Côte d'Ivoire et la classe de Paris, Londres, etc. Monsieur le Pleureur, je vous remercie. Ça fait quelques jours que je n'interviens pas. Et quand même, je vous suis de très près, comme tous les élèves de la classe EPV. Vraiment, je suis fier de vous. Vous faites vraiment une fierté de notre nation. Le débat, si vous êtes en plein combat, tous les jours, souvent même je vous appelle, vous me donnez des informations. Vraiment, je suis très, très heureux pour ça. Je suis très heureux pour ça. Comment dirais-je, j'ai quelques interventions à faire. Premièrement, sur le discours du PM du Mali. Et puis, j'ai une interrogation et puis un cas à suggérer à toute la classe et à vous-même, particulièrement à ceux d'Abidjan. On doit ensemble interpeller le président du Conseil économique et social. Ça va vous surprendre. Personne ne parle de cette institution, mais je vais le faire aujourd'hui. Mais je ne serai pas long. Et puis, apprécier quand même le ministre de la fonction publique qui parle du service public, qui évoque l'éthique du fonctionnaire vis-à-vis de la clientèle. Vraiment, c'est très important. Donc, je repars sur le discours de la honte. Le discours de la honte du Mali. Effectivement, je voyais ce monsieur. Il se dit, il a porté le boubou de Modibo Keïta, à la manière de Modibo Keïta, le chapeau. Alors que moi, personnellement, en tant que cartésien, Modibo Keïta a été arrêté par les Maliens, emprisonné par les Maliens. En aucun jour, j'ai vu le Mali se lever pour la libération de ce monsieur. Et il est mort en prison là-bas. Aujourd'hui, 20 ans, 25 ans, 30 ans après sa mort, je vois celui-là, le putschiste, Premier ministre par intérim, marcher venir vers l'ONU. Je me demandais, je dis, mais celui-là, c'est quel genre de panafricaniste il est? Avec 46 soldats de la CEDEAO emprisonnés derrière toi, qu'est-ce que tu vas venir dire ici à l'ONU? Si ce n'est pas une humiliation de notre Afrique, en passant par le Mali. La honte va nous tuer, en commençant par le Mali. Mais les profanes du Mali n'ont rien compris. Quelques-uns, seulement que les intellectuels, ils n'ont rien compris. Et il est venu faire sortir la sottise ici à l'ONU. Ce monsieur, j'ai vu le discours, mais j'ai pleuré. Il ne sait pas sur quel podium il est. Et il ne savait pas aussi ce qu'on attendait de lui. Il n'est pas cultivé. Celui-même qui a écrit le discours pour toi, tu es parti à l'école pourquoi? Moi, tu me donnes un discours, je vais lire autrement. Je vais lire autrement. Celui-là, il n'a vraiment... les Maliens ne comprennent pas. Peut-être que dans les années à venir, ils vont comprendre l'erreur qui est là. Mais les Maliens qui comprennent la sottise qui s'est passée sont peu. Et ils ne peuvent pas s'exprimer au niveau du Mali. Ça, c'est une honte pour nous. Celui-là, quand il parlait de souveraineté, les Maliens pensaient qu'il parlait du territoire du Mali. Il parlait de l'ensemble du territoire. Non! Tous les 35 minutes que le monsieur a passé, Maïga a passé en train de parler,
quand ils parlent de souveraineté, ils parlent tout simplement de leur pouvoir. Une liberté de gérer leur pouvoir. La liberté de gérer leur pouvoir, ils n'ont pas besoin de quelqu'un de s'impliquer dans leur affaire. Voici le sens de leur souveraineté. Le peuple ne comprend pas la chose de cette manière. Sinon, quand quelqu'un doit parler de souveraineté, ceux-là, ils ne doivent plus parler de souveraineté. Le Mali a perdu 80% de son territoire. Même à l'indépendance, la ville de Bamako n'a pas reçu les drapeaux du pays. La ville n'a pas été honorée. Ne parle pas des autres sous-préfectures, des autres villages. Le Mali est en train de disparaître de jour en jour. Le Mali est en train de disparaître de jour en jour. C'est inquiétant. Mais le peuple doit savoir que ceux-là ne sont pas là pour eux. J'ai déjà signalé, je dis que 90% de la population est musulmane. Cette junte militaire a laissé les Maliens passer le mois de carême sous l'embargo. Pourquoi? Peut-être pour 4 mois de différence entre eux et la CEDEAO en train de discuter. Ce groupe militaire n'a pas eu pitié à nos papas, nos mamans, nos frères qui sont au Mali, dans cette chaleur du mois de carême, pour accepter de donner simplement le chronogramme pour que les parents puissent avoir des achats faciles, les mails faciles, la nourriture facile pour mener à bien le gel. Moi, je ne suis pas surpris. Sinon, dans le discours de Maïga, c'est tout simplement la protection de leur pouvoir. C'est ça qu'ils laissent. Dans tous les grands ministres, c'est la protection de leur pouvoir. De leur pouvoir. Et deuxième point, c'est, comment dire, une ignorance totale de la situation du Mali. De la population du Mali. Une bonne partie de la population du Mali dort actuellement au dehors. Les villages sont détruits. Les villes sont abandonnées. On attendait un tableau. Le Premier ministre Maïga n'a pas pu présenter le tableau du Mali à l'assistance de l'ONU. Maïga a échoué. Maïga est venu montrer son ignorance, son arrogance, très mal éduqué. Il a oublié sa présence. Toi, tu es venu demander pardon. Tu es venu demander de l'aide. Pas de l'arrogance. Quelqu'un qui demande ne peut pas être arrogant. Il a oublié le Mali. Les Maliens ne savent pas. C'est moi le cartésien que vous parlez. Depuis la plateforme FBB. Actuellement, il est accueilli à Bamako par les badauds de la rue là-bas. Ceux-là pensent que celui-là est venu faire quelque chose. Alors, il vous a oublié. Il vous a oublié. Il a oublié de parler du Mali. Il a oublié de demander pardon à la communauté internationale de multiplier des efforts. Il est venu s'attaquer à notre président. Mais tout ce qu'il disait à propos de la Côte d'Ivoire, mais c'est l'ONU qui a géré. Le problème de la Côte d'Ivoire, l'ONU présentait le problème de la Côte d'Ivoire avec des fautes, de l'ignorance. Il racontait autrement l'histoire. Les gens se moquaient de lui. Ce Premier ministre a déjà se moqué de lui. Quand tu vas expliquer quoi à l'ONU à propos de la Côte d'Ivoire que l'ONU ne connaît pas? L'ONU connaît la Côte d'Ivoire. L'ONU connaît la Côte d'Ivoire. Si c'est Soro Guillaume qui a écrit ce discours pour toi, Soro Guillaume, son livre qu'il a écrit là, toutes ces références, les références proviennent des rapports de l'ONU. Pour celui qui a lu le livre de Soro Guillaume. Qu'est-ce qu'il va venir enseigner à l'ONU à propos de la Côte d'Ivoire? L'ONU sait déjà la Côte d'Ivoire.
Et mais ce n'est pas son problème. C'est pas là qu'il faut venir régler des comptes. Que tu dois venir implorer la population, l'international pour aide. Le Mali, tes parents. Le monsieur a oublié nos parents maliens. Il a oublié carrément nos parents maliens. Et il parlait d'Alassane, il parlait du président du Niger. Vraiment très élémentaire, quelque chose même qu'on a honte de dire dans la rue. Et c'est ceux-là qui sont les panafricanismes. Identifier les gens, identifier les Africains, faire une identification. Vraiment, c'est dommage qu'on n'arrive pas, l'information au niveau de Bamako est empoisonnée. La Russie a gagné sur le terrain ici. Les premières autorités, la France légale, n'ont pas vu la chose. L'information, la Russie a gagné par l'information ici. Empoisonné, à faire lavage des cerveaux de toute la population du Mali. À tel point que le Malien ne reconnaît même plus son bienfaiteur. La preuve en est, les 46 soldats de Côte d'Ivoire qui se trouvent au Mali en prison là-bas sont les bienfaiteurs du Mali. Ils sont partis pour sauver le Mali. Ils sont partis pour sauver le Mali. Mais tellement que le cerveau est à l'envers, les gars les voient comme des démons. Et ils les mettent en prison. Tu mets ton frère en prison. Et puis tu prends des papiers, tu marches pour venir sur le podium ici à l'ONU. Tu vas dire quoi devant le blanc? Il va te croire. Mais il va croire qu'il va dire quoi devant le blanc, il va le croire. Tout ce qu'il a dit, il y a des erreurs dedans, des trucs dedans, et puis c'est mal le discours même, c'est tout à fait creux et immatériel. Mon enfant même de 10 ans ne va même pas accepter pour prononcer un tel discours devant moi. Bon, je vais m'arrêter pour ce sujet-là. Je vais partir au deuxième cas. Allô, vous me suivez? Très bien. Je vais sur le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est concernant la Côte d'Ivoire. Alors que je demande à tous les élèves de la classe EPV, particulièrement les élèves de la classe EPV d'Ivoire, parce que ça concerne la Côte d'Ivoire. Le président du Conseil économique et social. Personnellement, ça m'engage que moi. Je vois que le gouvernement du président Alassane Ouattara, depuis 2011, a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas me répéter. En tout cas, tout le monde voit. Ça se touche. En amont, sur le plan social, en amont, le président a appliqué la politique de distribution des biens, la politique de distribution de la richesse nationale. Aujourd'hui même, avec cette rentrée, il a mis près de 10 milliards, je crois, à la disposition de l'éducation pour que nos enfants aient des kits scolaires pour aller à l'école, sans que les parents dépensent beaucoup d'argent. Il y a des familles démunies qui reçoivent de l'argent chaque mois. Il y a des chefs de village, des chefs de terrain qui sont payés. Tous les fonctionnaires ont été décrochés. Les salaires augmentés. En amont, en tout cas, le président a travaillé. Il a fait son effort. Vraiment, on ne peut pas demander tout ça en amont. Mais en aval, chers élèves, et puis, en tant que cartésien, je lève la voix. Il y a un problème en aval. Mais ce problème n'est pas créé par Houphouët-Boigny, ce n'est pas aussi créé par Alassane Ouattara. C'est le temps qui nous présente ce problème. En aval, ce problème est quoi? Parce que dans ce problème, nous voyons dans le futur que la communauté ivoirienne en Côte d'Ivoire va constituer la minorité. Nous allons constituer la minorité. Qu'est-ce que ça signifie?
Cela ne veut pas dire que nous serons en petit nombre. Mais les moyens économiques ne vont plus appartenir aux Ivoiriens. C'est de ça que je parle. Quand les moyens économiques n'appartiennent pas à une communauté, cette communauté constitue la minorité. Et à l'allure où nous partons, la communauté ivoirienne en Côte d'Ivoire va constituer la minorité. Bien vrai que nous soyons en grand nombre. Alors, dans ce sens, en amont, on a parlé de la distribution des richesses. En aval, on parle de la conservation de la richesse. Dans ce cas, il y a un problème qui est là. M. Soudiata, depuis la Côte d'Ivoire, le roi du printemps, et les autres élèves, je vous invite, les élèves de la France, même des États-Unis, Londres, à réfléchir sur ça. On n'a qu'à réfléchir sur ça pour envoyer une lettre au président du Conseil économique et social. La Côte d'Ivoire n'a pas les mêmes réalités que les autres pays. Nous avons plus de 15 millions d'étrangers sur le territoire ivoirien. Alors, les lois économiques doivent varier en fonction du temps, en fonction des situations. La Côte d'Ivoire, sa loi économique ne doit pas être la même chose que le Burkina. Au Burkina, il n'y a pas 15 millions d'étrangers là-bas. Au Mali, il n'y a pas 15 millions d'étrangers là-bas. Au Bénin, il n'y a pas 15 millions d'étrangers là-bas. Nous sommes en aval. Je veux qu'on parle de la conservation de la richesse. Pendant votre émission, vous avez dit qu'il y a une association malienne, malgré qu'ils vivent sur le territoire ivoirien, et que nos 46 militaires soldats ivoiriens, c'est-à-dire que le drapeau est emprisonné au Mali, cela profite de nos pieds. Ils entretiennent encore celui qui est en train de nous maltraiter au Mali là-bas. Donc cela veut dire que ceux-là, ils sont bien assis chez nous. Ça me donne bien raison ce matin de réfléchir de cette façon. Et c'est normal. Je vous affirme, Wallah et Billahi, ma réflexion, si vous déviez ça, vous allez retrouver ça devant vous. Et ça va créer d'autres problèmes, ça ne va pas durer. Je vous jure. Si de beaux cadres m'écoutent, je suis sérieux, je suis un enfant du Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas beaucoup, hein. Les diminués, nous sommes 1% de la population ivoirienne. Nos parents ont passé tout leur temps en train de chercher leurs parents à travers l'Afrique. Parce qu'au moment où la colonisation commençait, nos foyers dans le Rambol étaient dispersés. Les guerres de Sambori et autres, là, les familles étaient disloquées. L'Ivoirien, la population ivoirienne aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous constituons une économie, une communauté en économie très faible. Il est temps d'interroger le président du Conseil économique et social, de porter leur réflexion sur ce sujet. Je ne vais pas trop me répéter, je vais m'arrêter là au-dessus. Le troisième point, je ne peux que remercier le ministre de la fonction publique pour avoir soulevé et encouragé, mettre de l'ordre dans cette sorte des fonctions publiques, du travail, de services publics. Parce qu'on parle du désordre là-bas, la corruption. Les Maliens viennent de nous montrer que
Eux, leur administration est corrigée. Ils sont corrects. Et il nous appartient aujourd'hui, nous, Ivoiriens, de mettre de l'ordre dans nos applications. Nos nationalités doivent être protégées. Nos candidatités doivent être protégées. Il est temps. Parce que la Côte d'Ivoire fait face à un problème que les autres pays ne font pas face. Quand on s'assoit, on dit la circulation dans la CEDEAO, libre circulation des citoyens des États. Il y a combien d'Ivoiriens au Mali? Il y a combien d'Ivoiriens au Burkina? Il y a combien d'Ivoiriens dans les autres pays? Chaque État a ses réalités. C'est du pic que je viens de dire. Et c'est la vérité. Je remercie le ministre de la fonction publique pour avoir soulevé le problème d'éthique. Pousser les fonctionnaires ivoiriens à travailler normalement pour le service de la Côte d'Ivoire. Et puis les fonctionnaires qui sont dans les frontières, c'est des gars qui ne doivent même pas faire un an quand ils sont là-bas. Ils doivent être affectés comme des temporaires et puis quitter. Actuellement, normalement, la voie du Mali doit être fermée. Et ceux qui doivent rentrer en Côte d'Ivoire doivent rentrer avec autorisation. Parce qu'on ne peut pas laisser un boulevard comme ça. Des gars qui sont pourchassés par le nord, par des djihadistes, rentrent librement en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous allez m'excuser, ça m'engage que ma personne, je ne peux pas accepter ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Le peuple de Côte d'Ivoire, oui. Il faut qu'on arrête. Il est temps de faire face. On a trop donné l'espace à l'autre. On a trop laissé l'espace à l'autre. Les marchés publics. Moi, mon père a tenté de faire l'entrepreneuriat. Jusqu'à mort, peut-être qu'il a eu 2 marchés publics seulement. Tout était donné aux étrangers. Mon père, il a passé tout ce temps-là. Il a marché public, il a eu 2 seulement. De combien? Peut-être de 2 millions, 1,5 million. Avant qu'il les gagne, il a fini de manger. Et Clara, je vais m'arrêter là. Ok. Pour laisser la place aux autres. Ok. Voilà mon cri de cœur. Je crois que la partie du Conseil économique et social, je vous interpelle. J'interpelle tous les cartésiens de notre classe épée. Réfléchissons en aval. En aval, il y a un problème. En aval, il y a un problème. Sinon, en amont, le président a fait un excellent travail. Mais en aval, nous allons constituer la minorité en Côte d'Ivoire. Bien que nous soyons nombreux. La minorité, ça signifie ceux qui ne détiennent pas les moyens économiques. Ok. On n'arrive plus à voir l'aîné. Certainement qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de la technologie. Mais ce qu'il a dit a été bien entendu, ça a été bien émis. Et nous lui disons merci pour tous ces conseils avisés. Et ce qu'il était en train de dire, c'était comme l'Allemagne, où à l'époque d'Hitler, ou avant l'époque d'Hitler, jusqu'à ce que Hitler prenne le pouvoir, où les Allemands étaient dans leur propre pays, mais aussi il y avait une minorité qui dirigeait l'économie, le fonctionnement de l'État et tout autre. C'est un peu similaire à cela. Mais pour ceux qui ne savent pas, sachez que pour les hommes intelligents, l'histoire est importante. Parce que l'histoire, c'est toujours une répétition des mêmes faits, mais dans des lieux et dans des circonstances différentes. Mais les hommes intelligents savent regarder les faits pour anticiper et essayer d'éviter les erreurs de l'histoire. L'aîné a beaucoup parlé de Sundiata, de Modibo Keïta.
Mais Modibo Keïta aujourd'hui qui semble être une icône, c'est qui? Et pourquoi le prend-on en icône? Est-ce que ceux qui le prennent en icône méritent de le dire? C'est ce que je vais tenter de démontrer en quelques 5 minutes. Sachez que Modibo Keïta, il est né le 4 juin 1915 dans le Soudan français. C'est comme ça qu'on appelait le Mali. Mais ce n'était pas seulement le Mali, que ce soit le Niger, le Sénégal et le territoire du Mali actuel, c'est ce qu'on appelait le Soudan français. C'est là-bas qu'il est né. C'est à partir des années 1960 que la nouvelle frontière, c'est-à-dire la délimitation actuelle, on va connaître la République du Mali actuelle. Et donc, c'est deux choses différentes. Et donc, quelqu'un qui est né dans une Afrique unie, parce que je vous ai dit que le Soudan français, c'était plusieurs territoires, y compris le Sénégal, le Niger et le Mali actuel. Et donc, à l'âge de 45 ans, Modibo Keïta prend le pouvoir. Exactement, il sera le premier président du pays, c'est-à-dire la République du Mali, qui va connaître son indépendance le 22 septembre 1960. Et Modibo Keïta, qui est donc le premier président, à partir de 1962, il va se rapprocher de l'ex-Union des républiques soviétiques, qu'on appelait l'URSS. Mais on disait simplement URSS. Ce sont les Russes que vous connaissez aujourd'hui. Parce que il s'est dit qu'il a beaucoup plus à gagner avec eux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une monnaie qu'on appelle le franc malien. Chers Maliens, venez écouter. Et ce que je suis en train de vous dire, la subtilité va se trouver dans les détails que je donne. Modibo Keïta se rapproche des Russes et crée même le franc malien à partir de 1962. Mais quelles seront les conséquences? Cela ouvre le Mali directement à de graves crises économiques et va créer un désordre dans le Mali, cet état jeune de 2 ans. Et ça va attiser des colères, des mécontentements. Et cela va conduire ce régime à être détesté de beaucoup de Maliens. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même URSS, ce n'est pas à cela que Assimi est en train de confier votre destin? Ce que vous avez reproché à Modibo Keïta, et vous l'avez enlevé au pouvoir le 19 novembre 1968, c'est que sa gestion du pouvoir ne vous plaisait pas et sa manière de faire les choses ne vous plaisait pas. Mais Modibo Keïta n'était pas un militaire, c'était un civil. On ne peut détester un pouvoir que sur la base du mauvais rendement que ce pouvoir donne. Et ce rapprochement-là, chers parents, pour ceux qui s'en souviennent, les fonctionnaires maliens étaient payés avec des sacs de fonio, étaient payés avec des sacs de sorgho, étaient payés avec des sacs de céréales. Ceux qui s'en souviennent pourront témoigner. Et la pauvreté était telle que les Soudanais, les Maliens, étaient obligés de fuir pour quitter leur pays massivement. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de Maliens qui sont presque partout dans le monde aujourd'hui. C'était sous le régime de Modibo Keïta. Et ce régime-là a eu exactement lieu entre le 22 septembre 1960 et ce régime de Modibo a pris fin le 19 novembre 1968. Donc pour simplifier, 8 ans. Pendant ces 8 ans-là, ce qu'on appelle galère, pauvreté, misère là, ça fait fuir les Maliens. Et la grande majorité des Maliens ont déserté le Mali. Voilà pourquoi le Mali a la grande majorité de ses ressortissants dehors. Voilà la raison. Mais qu'est-ce qui a fait que les Maliens ont fui? C'est la pauvreté, c'est les difficultés économiques, c'est le désordre financier que le franc malien a créé. Et de facto, c'est ce qui a décidé même de l'avenir du Mali que vous voyez aujourd'hui. Ceux qui vont au Mali vont vous dire que c'est un pays qui ressemble à un pays des années 1960 ou même du Moyen-Âge. Et donc le 19 novembre 1968, quand le lieutenant Moussa Traoré, avec un petit groupe de sous-officiers et quelques rares officiers, pour les plus nommés qui étaient des colonels, font ce coup d'état-là, il faut savoir que Modibo Keïta ne peut pas être un modèle pour vous les militaires.
Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui t'a enlevé au pouvoir. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous les militaires, c'est vous qui voyez Modibo Keïta en pouvoir, et en symbole? Est-ce que lui vous voit? Est-ce qu'il reconnaît votre posture? Ça, c'est de la démagogie que vous faites. Mais comme le peuple ne se souvient pas du passé ou ne sait pas tirer les leçons du passé, quand vous criez aujourd'hui Sundiata, Sundiata, mais pardon, Modibo Keïta, ce que vous n'avez pas aimé et puis vous l'avez enlevé là, c'est ce même chemin-là que Assimi a pris. Parce que tous les États, dans les années 1960, l'Afrique là, les Russes avaient leur part, les Angolais et autres, ça n'a rien apporté, ça n'a rien donné, et ça n'a créé que la pauvreté. Et donc la même chose se répète sous le régime d'Assimi là. Aujourd'hui, on est en train de voir qui sort le pays massivement, qui est en train de fuir. Donc c'est une répétition de l'histoire. Comme pour dire que le même chemin que Modibo a pris et que vous n'avez pas aimé, qui a conduit le Mali dans les abîmes, c'est ce que Assimi est en train de refaire aujourd'hui. Et il vous dit que celui qui a échoué selon eux les militaires pour qu'il l'enlève le 19 novembre 1968, Modibo Keïta, c'est ce même modèle-là qu'ils sont en train de prendre. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas se limiter. Quand ils vont arrêter Modibo Keïta sur la route de Kouloukoro, ils vont l'expédier dans une prison qu'ils ont dans l'extrême nord qu'on appelle Taoudeni. Et là-bas, ils vont le mettre là-bas dans la misère. Et Modibo Keïta va décéder le 16 juin 1977. Et quand il va mourir, tellement les Maliens ont appris l'art de ne pas respecter ceux qui les ont dirigés et leurs grandes personnalités, allez à ORTM, demandez-leur de vous donner le communiqué qu'ils ont annoncé. Ils ont dit, mesdames et messieurs, ce matin, l'ancien instituteur vient de mourir, celui qui se nommait Modibo Keïta. Point, c'est fini. Voilà le communiqué. Quand on dit que les Maliens ne savent pas respecter leurs autorités, les Maliens ne savent pas respecter leurs connaisseurs, les Maliens ne savent pas respecter les grandes personnes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc la population n'est que le reflet de ce que les autorités, même depuis l'époque de Moussa Traoré, ont instauré dans le Mali. Et donc ne soyez pas surpris que ça, si les autorités même qui ont accès à la connaissance du monde, qui peuvent connaître ce qui se passe dans le monde, agissent ainsi, demandez-vous lui-même Moussa Traoré, quand il est mort là, comment il a été traité. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Et donc, on va aller un peu rapidement. Lorsque Moussa Traoré prend le pouvoir, il va utiliser un premier ministre qui s'appelle Yoro Diakité. Il va nommer Yoro Diakité, qui va faire le travail. Mais quelque temps après, ce même Yoro là, ils vont l'arrêter. Lui, il sera moins chanceux parce que lui, ils vont l'expédier pour faire les travaux forcés. Et puis, les choses vont continuer. Mais, mesdames et messieurs, ce qu'on est en train de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, le premier ministre, soi-disant civil qui a été nommé là, est-ce qu'il est aujourd'hui vivant ou pas? D'aucuns parlaient de sa mort, mais je n'ai pas encore l'information. Mais ce qui est évident, dans la nuit d'avant-hier, ils étaient en train de voir s'ils pouvaient l'amener à Londres. C'est ce que je sais, mais le reste, pour dire qu'il est mort ou pas, je n'ai pas cette information. En fait, c'est la même méthode. En fait, tous les militaires que vous voyez là, tous les militaires que vous voyez, même Cheikh Kokala Maïga, ils sont tous les proches de Moussa Traoré. En fait, ils veulent recopier le même modèle de Moussa Traoré qui a eu à diriger le Mali jusqu'en 1991. Il va mettre Moussa Traoré, le Mali, de sa prise de pouvoir le 19 novembre 1968 jusqu'en 1991. Quand il va venir, il va s'engager à restaurer les libertés individuelles, à favoriser le multipartisme, à donner le droit au syndicalisme et entreprendre des réformes économiques et libérales et surtout rendre le Mali un pays agricole. Mais, malgré les promesses, il a même promis de faire un référendum comme Assimi le dit, mais tout sera fait sous le joug de la dictature. Il avait promis de rendre le pouvoir et de retenir dans les casernes, ça ne se fera jamais. Le comité militaire de la libération nationale qu'il avait créé à son arrivée au pouvoir va conserver le pouvoir dans une dictature violente, répressive, jusqu'en 1991. Et donc ça ne nous étonne pas que tous ces officiers que vous voyez aujourd'hui, tous ceux qui sont là aujourd'hui, là, Assimi et autres là, ce sont les proches avec les Kokala Maïga
c'est l'idéologie de Moussa Traoré qu'ils veulent faire revenir. Ça, il faut que les gens comprennent bien. Et donc, inexorablement, ils vont copier le même modèle de dictature. Et ils ne vont pas hésiter. Ces gens-là n'iront pas par la paix ou la négociation. Eux-mêmes, ils le savent. Parce qu'ils se sont déjà formatés à cela. C'est cette histoire-là que je tenais à dire aux uns aux autres. Et vous pouvez continuer vos recherches. Mais c'est très important qu'on signale l'histoire, qu'on en fasse la comparaison. Pour comprendre beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Les mêmes modèles produisent toujours les mêmes résultats. C'est ce que les Maliens doivent comprendre. Ce que Moussa Traoré vous a servi entre 1968 et 1991, ça sera le même modèle qui vous sera servi malheureusement, mais vous n'en prenez pas compte.